Bon, Paris a perdu hier soir au Parc des Princes, 2-1 contre l'Atlético Madrid, alors que pourtant Benfica les avait battus 4-0 au Portugal et que Lille, les Lillois, avaient réussi à les battre 3-1, sauf que c'était carrément au Wanda. Donc c'est quand même un gros revers, parce que l'Atlético c'était pas une équipe très en forme dans cette compétition cette saison. Il y a évidemment énormément de supporters qui sont très déçus. C'est un sujet qui m'intéresse un peu, donc je voulais qu'on en parle, qu'on regarde un peu certaines stats, qu'on creuse un peu, qu'on en discute. Je sais pas trop où ça va nous amener, mais ouais, discuter un petit peu de cette situation-là et essayer de trouver peut-être des réponses, peut-être. Luis Enrique a parlé de malchance, il me semble, au micro de Canal+. J'ai publié la statistique ce matin, mais le Paris Saint-Germain, c'est la troisième équipe qui a le plus tiré dans la surface de l'adversaire en Ligue des Champions cette saison. 52 frappes pour un but, ça fait 1,90% de conversion. Donc c'est le pire ratio là, des 11 équipes qui ont le plus tiré. Ça ressemble à une blague un peu, 1,90% de conversion. Bon, on voit que Liverpool, ça tourne à 20%. Barcelone, voilà, ils sont 10e, mais moins, mais mieux. Il n'y a pas besoin de faire 60 000 tirs dans la surface quand on convertit 30,8%. Ouais, voilà, déjà il y a ça, il y a cette conversion-là, qui anime beaucoup les débats. Après chaque match de Ligue des Champions de Paris, on voit, je sais pas, des trucs du genre... Paris a fait 108 frappes sur ses 10 derniers matchs de Ligue des Champions pour 3 buts par exemple. Je donne les chiffres au hasard, mais voilà, on voit ça. Il y avait tant de XG et ils n'ont pas gagné. Ça convertit pas les occasions, etc. etc. C'est le seul problème, machin. Enfin bon, bien. En fait, il y a un peu deux équipes. Il y a ceux qui disent c'est plus ou moins le seul problème. Tout va bien. C'est juste que nos attaquants ont des pieds carrés, en gros, si on grossit le trait. Et il y a ceux qui disent ouais non quand ça arrive je sais pas 10 fois de suite bah c'est pas de la malchance et tout, il y a autre chose, etc. Donc on va un petit peu regarder au niveau des statistiques de création d'occasion, de possession et de récupération. Le Paris Saint-Germain a eu plus de possession que l'adversaire, pardon, dans toutes ces rencontres cette saison en Ligue des Champions. Ils ont même eu des possessions écrasantes, même contre Arsenal, etc. Il y a vraiment une domination dans ce qui est de tenir le ballon, ça, il n'y a pas de souci. Pour les occasions, les XG, pareil, ils en ont eu plus que l'adversaire sur toutes les rencontres, sauf contre Arsenal. Et pour les récupérations hautes, ils ont toujours récupéré plus de ballons hauts que l'adversaire. Là, on voit contre l'Atlético, plus d'une vingtaine à 4. Donc là, la domination territoriale est totale à ce niveau-là. Mais voilà, et contre Arsenal, ils sont à égalité. Donc sur ces bases-là, de tenir le ballon, sur le fait d'en récupérer haut et de se procurer des occasions, c'est pour l'instant... Enfin, quand tu vois ça sur le papier, effectivement, tu te dis, tu sors de là avec 4 points. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu malchanceux, du coup, si on veut suivre les propos de Luis Enrique. J'ai publié un autre visuel ce matin aussi, où en fait, il y avait les 5 meilleures équipes en Ligue des Champions cette saison dans différents domaines. Donc il y a les expected goals, le volume d'occasions procurées, si on peut dire ça. Donc Paris n'y est pas. Il y a City, le Real, Liverpool, Bayern et le Barça. Sauf que Paris est dans tous les autres tableaux. Paris, c'est la 4e équipe avec le plus de récupération haute. C'est la première équipe avec le moins de XG concédés. C'est l'équipe qui a concédé le moins d'occasions. Et ils sont, je sais plus, 24e ou 25e là, au classement. Et c'est la 3e équipe qui a le plus de possession dans les 30 mètres adverses. C'est-à-dire que sur toutes les touches de balle de l'équipe, bah, on regarde le nombre de touches qu'il y avait dans les 30 mètres adverses et on fait le pourcentage. Voilà, sur le papier, tu te dis ouais, c'est vrai que c'est assez dur quoi quand même. Tu te dis que c'est dur. Si on regarde dans le détail, effectivement, Paris c'est l'équipe qui a concédé le moins de XG. Mais j'ai fait le calcul tout à l'heure et en regardant les XG, les XGOT, donc les XG reçus par les gardiens, donc c'est par rapport à la qualité de la frappe reçue. On sait à peu près combien il y a de chances que la frappe rentre.
Bah, Donnarumma, c'est l'un des pires gardiens. Là, je vous ai mis ceux qui sont dans le négatif. Bah, c'est l'un des plus bas dans ceux qui sont déjà dans le négatif. C'est-à-dire que Paris concède peu d'occasions, mais quand Paris concède des occasions, bah, Donnarumma est pas là pour les sortir, enfin les sauver, on va dire, faire de grandes différences. C'est vrai qu'en Ligue 1, ça va, mais en Ligue des Champions, que ce soit la saison dernière ou cette saison, bah non, c'est pas glorieux. Et on va en reparler, mais cette compétition-là, le maître mot, c'est le réalisme dans les deux surfaces. L'efficacité, on l'avait avec le Real Madrid. Peu importe si tu joues bien, faut être tueur. Faut être tueur. Pour les expected goals, alors on l'a dit, Paris n'est pas dans le top 5. Même s'il y a cette impression que l'équipe s'est créé beaucoup d'occasions. En fait, l'équipe a beaucoup tiré, mais il ne faut pas confondre beaucoup de tirer et avoir beaucoup d'occasions. Mais ça, on va en reparler. Paris est en réalité 13e au niveau du volume de XG créé, ce qui est pas mal quand même, ce qui est plutôt bien. Ils ont plus de XG qu'ils n'ont de buts, dans tous les cas. Mais ça nuance un petit peu cette histoire de 52 tirs dans la surface, parce que déjà, la surface, c'est grand, enfin... C'est quand même assez spacieux. Tu peux être sur les côtés de la surface, par exemple. C'est pas parce que tu tires dans la surface que tu tires nécessairement dans la position la plus avantageuse possible. Et si on veut avoir une meilleure idée de la qualité moyenne des occasions que le Paris Saint-Germain se procure, ce qu'on peut faire, on peut regarder deux choses. Les XG par tir. Donc on prend tous les tirs, on le divise par le nombre de XG en dehors des pénaltys et on a le XG moyen par tir, la valeur moyenne d'une occasion. Et sur ça, bah, Paris est 25e à égalité avec Gérone 24e. Donc là, par contre, c'est beaucoup moins bien. Ça permet de nuancer un peu ce truc de dire on se crée énormément d'occasions. En fait, il y a énormément de tirs, oui, il y a énormément de tirs dans la surface aussi, mais d'assez faible qualité en moyenne. Quand on regarde l'autre statistique, qui est les occasions nettes de but, les grosses occasions de but. Donc en fait, ça filtre les situations et ça ne garde que les occasions les plus faciles. Donc un face-à-face devant le gardien, une tête à bout portant, etc. C'est quasiment que, enfin, c'est essentiellement des situations qui paraissent même simples à l'œil nu. Et bah dans ce domaine-là, Paris est 12e. C'est pareil, ils se sont procurés 11 occasions nettes de but. C'est autant que Brest, pour vous donner une idée. Donc voilà, ça permet encore une fois de prendre un peu de recul et de se dire, Paris, là, c'est pas une machine offensive non plus, hein. C'est pas un festival offensif à chaque match. Là, quand tu compares à City, le Real, le Liverpool, etc., il y a quand même une bonne, voilà, il y a quand même une différence. Parce qu'il y a aussi eu le match contre Arsenal où Paris a pas créé grand chose offensivement. Et puis sur les autres matchs, c'est 3 grosses occasions par-ci, 4, 3, enfin, tu vois, c'est plus des trucs comme ça. C'est pas non plus des 10 grosses occasions nettes et claires à chaque fois. Alors des situations offensives nettes, il y en a, mais qui se traduisent pas forcément en occasion, ça faut le prendre en compte aussi. Parce que il y a des fois où il y a des contre-attaques qui sont plutôt mal jouées, ou il y a des joueurs qui font pas le bon choix, et du coup ça donne pas directement une occasion derrière. Mais du coup on le voit, Paris est 12e dans les occasions nettes qu'ils se sont procurées. Par contre, c'est la 4e équipe qu'on a manqué le plus. Ils en ont manqué 10 sur 11. Ça veut dire qu'ils en ont converti une seule. Et il y a un seul but qui est sur une grosse occasion. Les autres sont sur des situations qui sont pas considérées comme telles. Et ouais, là forcément, effectivement, ça souligne très fortement ce gros manque de réalisme, ce gros défaut dans la conversion des occasions. Et c'est là qu'on va arriver à un autre point, c'est qu'à partir de là, j'arrête pas de voir des réactions depuis le début de la saison mais on aurait dû acheter un neuf, c'est parce qu'on n'a pas de neuf dans l'effectif, pourquoi Paris a pas voulu recruter un neuf? Mais il y a un neuf à Paris, il est là, c'est juste qu'il est blessé, c'est Gonzalo Ramos. Mais il est là le neuf. En fait, tout le monde réagit un peu comme si il n'y avait pas de neuf à Paris. Pas comme si il n'était pas disponible, mais comme s'il n'y en avait pas. Et il y a il nous faut un vrai neuf. Gonzalo Ramos, c'est un vrai neuf. C'est un avant-centre de métier. C'est un joueur qui joue neuf, quoi. Donc voilà, c'est comme, par exemple, Odegaard est blessé à Arsenal. Mais les supporters, je les vois jamais dire « Oh, il nous faut un meneur offensif, absolument un vrai meneur offensif ». Bah non, ils l'ont déjà, c'est juste qu'il est blessé. Donc dire que à la limite il en faudrait un en complément, pourquoi pas. Mais je sais pas, je vois beaucoup de messages qui vont dans le sens où il y en a pas dans l'équipe du PSG, enfin il y en a pas au club, etc. Alors qu'il y en a un. Et Gonzalo Ramos, la saison dernière,
il a été plutôt efficace par rapport à son temps de jeu. Avec le Paris Saint-Germain, c'est 40 matchs, mais en fait, c'est que 1877 minutes. Donc, c'est très peu par rapport au nombre de matchs, qui est trompeur. 14 buts, une passe décisive. Donc, c'est plutôt efficace, sachant que les attaquants, les avant-centres, c'est un peu comme les gardiens, on sait qu'ils ont beaucoup besoin d'être en confiance, etc. Donc pour un joueur qui était souvent là en sortie de banc, qui n'était pas forcément mis dans les meilleures conditions, c'est pas mal. Et si on prend le Portugal en compte aussi, bah on est sur 2293 minutes, 18 buts, une passe décisive. Donc c'est une saison plutôt correcte. Après, il faut aussi se dire quelque chose, c'est que il y a plusieurs axes de réflexion. Déjà, est-ce que Luis Enrique a envie de titulariser Gonzalo Ramos? Quand il va revenir, est-ce que il fera partie des plans de Luis Enrique? Ça, c'est une question. Et il y en a une autre, c'est est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire que même si Luis Enrique se dit bon bah ok, je le mets titulaire, etc. Bah est-ce que ça va marcher? Parce que là, on dit oui, Paris se crée des occasions, etc., etc. Et il nous faut un 9. Mais c'est un truc qui est très mal compris dans le football, j'ai l'impression. Mais si une équipe se crée beaucoup d'occasions à un instant T, sans 9, bah ça veut pas dire que si t'amènes un 9, ça va se passer pareil. Ça se trouve, justement, l'équipe se crée beaucoup d'occasions parce que le coach sait comment faire pour se créer beaucoup d'occasions sans 9. Lui, c'est comme ça qu'il crée le plus d'occasions, sans avoir de 9. Donc, ça se trouve, tu mets un 9 à Paris, un pur 9 ou ce que vous voulez, et Paris se créera beaucoup moins d'occasions. En fait, on n'en sait rien. C'est un peu du football fiction, c'est très compliqué à projeter, etc. parce que ça dépend beaucoup de l'entraîneur et de ce qu'il veut faire. Si le gars met un 9 dans son effectif, mais que c'est pas l'équipe ne roule pas de manière à ce que ce 9-là soit bien intégré ou mis dans les meilleures conditions, bah, est-ce que ça va vraiment marcher? Après, on peut se dire, bah, il vaut mieux avoir moins d'occasions et les mettre. Ça, je suis totalement d'accord. Donc, voilà, c'est juste que c'est une piste de réflexion. C'est pas parce qu'il y aurait un vrai 9 au PSG à l'heure actuelle que ça marcherait peut-être mieux. Peut-être que le jeu de Enrique, au global, n'est pas forcément... alors, vous pouvez peut-être me parler de Suarez, mais Suarez, c'est tellement un joueur ultime. C'est un peu le 9 ultime, le 9 total. Il savait tout faire. Donc, mais ouais, je sais pas. Ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis et c'est pas que je bute un peu dessus, mais je sais pas trop. Je me dis, en fait, que peut-être que le débat est mal choisi sur ce truc de il faut absolument un 9. Et moi, mon avis, c'est pas forcément qu'il faut absolument un 9, c'est qu'il faut absolument un joueur décisif. En fait, quand on regarde les 10 meilleurs, les 10 joueurs qui ont marqué le plus de buts en club sur les 3 dernières saisons cumulées, bah, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de 9, c'est vrai, mais on voit que le joueur qui a marqué le plus de buts pour Liverpool, c'est Mohamed Salah. Le joueur qui a marqué le plus de buts pour le Real Madrid, qui est une immense institution, qui a gagné des Ligues des Champions, etc. dernièrement, c'est Vinicius. Et en plus, il a pas marqué 100 000 buts, finalement. Donc, c'est intéressant parce que il y a un peu ce truc de penser que si ton équipe met pas forcément beaucoup de buts, etc., il te faut un 9, alors que non, il te faut un joueur décisif. À Liverpool, c'est pas un 9 qui met le plus de buts. Au Real, c'est pas un 9 qui met le plus de buts. Ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes. Quand on réfléchit au style de Luis Enrique et l'idée qu'il a de jouer avec un faux 9, quand tu joues avec un faux 9, le joueur redescend au milieu de terrain pour créer du surnombre et tes ailiers prennent l'espace, ça libère de l'espace pour que les ailiers attaquent l'espace. Et en fait, quand tu joues avec un faux 9, ce qu'il faut, c'est que t'aies des ailiers décisifs, parce que c'est eux qui vont avoir beaucoup de situations, souvent plus que ton avant-centre du coup, qui lui va avoir un autre rôle un peu de leurre et qui va participer au jeu à la fois, créer aussi des espaces en étant ce leurre et des situations pour ses ailiers. Et on l'avait vu avec Liverpool avec Firmino, qui était un super faux neuf. Bah en fait, il y avait Salah et Mané qui marquaient beaucoup de buts. Et Benzema, il y a eu Bale, il y a eu Ronaldo, il y a eu Vinicius là, bon, même si Benzema en lui-même était déjà très très fort et marquait beaucoup. Donc ce truc du 9, ok, soit tu ramènes un 9, peut-être que ça va marcher, etc. Mais si Luis Enrique est pas ouvert à ça, et dans son approche tactique, l'intégration d'un numéro 9 ne permet pas à l'équipe de bien rouler, et qui veut vraiment se concentrer sur ce truc de faux 9, ben en fait, t'es pas condamné à te dire faut ramener un 9.
C'est pas ça la question. Faut ramener un joueur qui soit décisif, qui sache marquer aussi dans les moments importants, parce qu'on l'a dit là avec Vinicius. Vinicius, il a pas marqué beaucoup de buts quand tu le compares aux attaquants là qui ont marqué le plus de buts sur les 10 dernières saisons, mais il a marqué des buts dans quasi tous les moments les plus importants du Real, et du coup, ça leur a permis de faire la différence. C'est le fameux moins mais mieux dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler. Et que ces joueurs-là, ces joueurs plus en fait, que ce soit un neuf ou un ailier, mais il faut un joueur plus. Et il faut pas confondre joueur plus et immense star, mec qui va rien foutre, pas défendre, etc. Parce que ça, oui, on n'en veut plus au PSG. Mais tu peux quand même avoir un gars, bon, tu vas lui laisser un peu plus de liberté défensive, on va dire. Tu vas le décharger un peu plus, sans pour autant qu'il fasse rien. Mais par contre, ce gars, bah, il va pouvoir t'apporter ces choses en plus. Et par exemple, au Paris Saint-Germain, actuellement, combien t'as de joueurs qui peuvent... parce que c'est bien de se créer des grosses occasions de but, mais la force d'une équipe, c'est aussi de pouvoir marquer quand il n'y a pas moyen de s'en procurer. C'est ce qui a pu faire le Real, etc. En fait, c'est d'avoir des joueurs qui marquent, que ce soit sur une grosse occasion ou pas. Et là, si on prend l'exemple de Salah et Vinicius, qu'on regarde ces deux buts-là par exemple, bah à l'heure actuelle dans l'effectif du PSG, qui marque ces buts-là ? Qui marque ces buts-là dans l'effectif? La saison dernière, tu avais Vitinha qui avait marqué des buts hors surface, qui avait pu faire des différences, c'était très précieux. Là, actuellement, bah, cette saison, on les a pas. Et je pense, pour moi, dans une équipe, c'est quasiment crucial d'avoir au moins un joueur sur ta ligne d'attaque qui est très fort dans les frappes hors surface. Par exemple, à Barcelone, on a Yamal. Il doit avoir mis 5-6 buts hors surface là cette saison. Peut-être 4-5. Et Zegrova, par contre, il doit être à 5-6, 7, je serais même pas surpris. Tellement il marque hors surface Zegrova à Lille. C'est un exemple comme ça, mais c'est ces joueurs-là, en fait, qui n'auront pas besoin que tu leur mâches le travail et que tu les mettes dans les meilleures conditions et qui pourront te débloquer des situations. Et il y a un bon exemple de ça, c'est Ademola Lookman, de l'Atalanta. Lookman, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un joueur qui apparemment était pisté par le PSG cet été, et j'ai vu beaucoup de supporters s'en moquer, dire on préfère Sancho, c'est une piste Europa League, etc. Je vous montre la comparaison que j'ai sortie il y a quelques jours. C'est voilà, des ailiers. Alors il y a des ailiers qui sont plus ou moins intérieurs dans ce classement-là. Je les ai pris comme ça, hein, c'est une sélection de joueurs. De buts marqués sur les 3 dernières saisons. Donc on voit qu'il y a Salah qui a 64, mais finalement hors penalty, il en a marqué quasi autant que Vinicius hors penalty. Il y a Foden après, ok. Et en fait, celui qui vient juste derrière, c'est Lookman. Et en fait, les supporters, on les entendait dire quoi? Ouais, ramenez-nous Leao, ramenez-nous Kvaratskhelia, ça c'est des recrutements Ligue des Champions. Lookman, c'est recrutement Europa League, c'est nul. Mais des fois, il faut peut-être prendre le temps de doser un peu et de rester humble et de regarder les faits. Et Ademola Lookman est clairement pas honteux. Si tu le compares à ces joueurs-là, dans ce qui est de marquer des buts sur les 3 dernières saisons, sur la dynamique. Et d'ailleurs, un but toutes les 141 minutes, c'est quand même très fort. Il marque le triplé la saison dernière en finale de Europa League face à Leverkusen qui passe la saison invaincue. Donc, joueur en plus qui te fait des différences dans les moments clés. Là, il est très en forme aussi cette saison. Je sais plus exactement à combien il est, mais je crois qu'il y a 2-3 matchs, il met 2 buts de passe D. Après, il met un doublé. Et là, il marque encore hier soir. Il marque encore hier soir avec l'Atalanta contre Stuttgart, il me semble. D'ailleurs, là, sur le classement, c'est pas actualisé. En fait, Lookman, du coup, est à 40 buts. Mais voilà, donc il y a ce truc-là. Pour moi, le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'on ramène un vrai neuf, parce que déjà t'en as un vrai neuf, c'est un vrai avant-centre, Ramos. Ok, il faut qu'il revienne de blessure, mais voilà. Et c'est plus, il faut qu'on ramène un joueur plus qui puisse faire des différences. Si c'est pas un neuf, c'est pas grave. Si tu t'acharnes, Luis Enrique, il est là, il est au club. Si tu t'acharnes à vouloir ramener des joueurs qui ne vont pas avec sa stratégie de jeu, en fait, tu vas payer des joueurs qui, quand Enrique va forcer à les aligner, mais avec une tactique qui les met pas en valeur, mais en fait ils vont pas paraître performants, ils vont pas être performants, donc du coup Enrique va les mettre sur le banc, et du coup tu vas payer des joueurs pour rien. Et c'est un peu ce qu'on a eu avec Kolo Muani, qui est l'un des choix sportifs les plus bizarres que j'ai pu voir ces dernières saisons au PSG, alors que pourtant il y en a eu beaucoup. Mais c'est que tu vas chercher un joueur qui a évolué à Nantes et à Francfort dans des équipes de transition offensive, d'attaque directe, et tu vas le ramener pour un gars qui fait de l'attaque placée. Donc ça, sportivement, c'est incohérent au possible. Ça n'a pas de sens sportif. Alors, je sais plus si Kolo Muani arrive
avant Enrique ou pas. Je sais qu'il y avait une rumeur avant comme quoi Nagelsmann intéressait. Alors je crois, hein, je suis pas sûr que Nagelsmann intéressait Campos et que c'est Nasser qui a fait le forcing pour Luis Enrique en disant c'est un gars qui a plus de statut en Ligue des Champions, qui a plus de crédibilité, etc. Moi, personnellement, j'étais plus du côté, et je dis pas ça, ça paraît facile de dire ça là parce que Paris c'est compliqué, etc. Et je dis pas Luis Enrique est moins bon ou meilleur que Nagelsmann, ça n'a aucun rapport. C'est juste que par rapport à l'effectif sur le moment, donc t'avais Mbappé, Kolo Muani, Barcola, etc. T'avais même Warren. Et des joueurs comme ça sous Nagelsmann qui a un jeu plus direct, on l'avait avec Leipzig, on l'avait avec Hoffenheim, après bon il s'est réadapté avec l'Allemagne, c'était un jeu plus positionnel, un peu étrange, etc. Mais enfin étrange, un peu, il y avait pas de neuf, il y avait beaucoup de mouvements, etc. Bon après il a intégré un neuf, mais voilà. Mais Nagelsmann collait beaucoup plus à l'effectif. Je sais plus si c'était ça, mais je crois que j'avais vu que Campos sportivement trouvait ça plus logique et que c'est Nasser, comme souvent, qui a le dernier mot et qui avait forcé pour Enrique. Il me semble que c'était ça. Mais moi, ça collait plus pour moi Nagelsmann à l'effectif. Alors là, pour le coup, ça sert plus à rien parce que la direction sportive est en train de recruter avec Enrique. Donc, du coup, ils construisent un effectif pour Enrique. Donc là, si tu vires Enrique, tu vas avoir un effectif qui est fait pour l'attaque placée. Si tu vas chercher un gars qui veut jouer en attaque directe, enfin bon, bref, tu vas te refoutre dans un cercle vicieux, etc. Mais c'est marrant de se dire que Enrique apparemment veut pas forcément qu'il y ait trop de prise de profondeur et pas trop de jeu direct. Mais la saison dernière, Paris, c'est l'équipe qui se crée le plus de frappes en contre-attaque. Et cette saison, je crois qu'ils sont 3e. Donc c'est un peu paradoxal, c'est quand même marrant. On voit que, voilà, quand on voit le Barça à côté de Flick qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique, voilà, on passe on a beaucoup plus de plaisir à voir ces matchs-là. Et on se dit que c'est sûr que ce serait peut-être plus agréable. Mais bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. On a fait un petit peu la review de pas mal de stats, etc. Pour aller plus loin, il faudrait que je fasse de l'analyse des matchs. Si je voulais vraiment faire une analyse de l'équipe, ce qui va pas. Là, j'ai essayé de parler un peu de mon avis. C'était un peu en vrac comme ça. J'ai allumé la cam. Je me suis dit, vas-y, je vais parler. Je vais dire un peu ce que j'en pense. J'ai peut-être dit des bêtises. Voilà, c'est juste un avis comme ça, un petit peu à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, dans le respect évidemment, sur cette histoire de neuf, sur Enrique, sur un petit peu tout ce qui se passe actuellement, sur aussi est-ce que finalement vous êtes quand même optimiste parce que vous vous dites bah il y a des choses et à tout moment voilà ça marche, à tout moment ça marche sur les prochains matchs et voilà, Paris, on sait que souvent sur la première phase de Ligue des Champions, enfin la première phase de match de poule ou etc. Ça fait un moment que c'est pas trop glorieux, qu'ils se mettent souvent dos au mur, etc. Puis qu'on les revoit revenir d'un coup. Donc bon, c'est un peu énigmatique aussi. Tu peux tirer des conclusions à un instant T et tu vois 3 mois après, ça n'a plus aucune vérité. Donc c'est toujours compliqué le football, ça va très vite. Mais bon, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bon, j'ai bien apprécié faire cette petite vidéo. Force aux supporters parisiens parce que c'est pas facile. Paris qui a quand même bien sauvé le COEF UEFA les dernières saisons et qui l'enterre un peu là cette saison. Forcément c'est relou quand tu vois que Brest, Lille et Monaco s'en sortent très bien. Donc ouais, t'accuses un peu le coup. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.